Un tanker pour l'Europe fait demi-tour en pleine mer. Accident ou logique impitoyable du marché? Imaginez la scène. Quelque part entre Oman et l'Iran, un capitaine scrute ses écrans. Son navire, chargé de gaz naturel liquéfié, filait tout droit vers un port européen. Soudain, ordre tombe. Cap à l'est, direction la Chine. Ce n'est ni une panne, ni un sabotage. C'est la réalité froide du marché mondial de l'énergie qui dicte sa loi sans dialogue ni sommet de crise. Mais pourquoi ces tankers abandonnent-ils l'Europe en pleine traversée? C'est simple. L'Asie paie plus. Quand la demande explose à l'autre bout du monde, les traders ne choisissent pas entre Bruxelles et Pékin pour des raisons idéologiques. Ils font juste le calcul. Lorsque le différentiel de prix atteint 5, 10, parfois 20 $ de plus par mégawattheure en Asie, changer de cap à mi-distance devient une évidence. Aujourd'hui, ce n'est plus l'exception, c'est la règle. Ce qui se joue là, c'est bien plus qu'une anecdote logistique. L'Europe, après s'être libérée de la dépendance russe, découvre qu'elle a construit une nouvelle dépendance, celle d'un marché global où elle n'a aucun avantage structurel. Résultat, dès qu'une crise éclate, comme la fermeture du détroit d'Ormuz cet hiver, les volumes de GNL qui étaient promis aux terminaux européens s'évaporent. Les cargos filent vers l'Est, là où les acheteurs ne rechignent pas à surenchérir. Et pendant que les responsables à Bruxelles promettent à grand renfort de communiquer une indépendance énergétique, la réalité est tout autre. Des normes sont discrètement révisées à la baisse, les objectifs de remplissage des stocks sont abaissés sans explication, et l'Europe entre dans la saison cruciale de reconstitution des réserves avec des niveaux dangereusement bas. Qui paie pour cette dissonance entre discours et réalité? Les citoyens, les entreprises, toute l'économie du continent. Ce schéma n'est pas nouveau. Les marchés asiatiques sont depuis longtemps prêts à payer une prime pour garantir leur sécurité énergétique. Dès qu'un déséquilibre mondial surgit, c'est là que va le gaz, et l'Europe se retrouve reléguée au second plan. Les tankers ne sont pas guidés par la politique, mais par le prix du jour. Derrière chaque virement de bord en mer, il y a une facture d'électricité qui grimpe, une usine qui hésite à tourner cet hiver, un emploi qui vacille. Si aujourd'hui vous sentez déjà la pression sur votre budget ou sur la compétitivité de votre entreprise, sachez que cela ne tient pas seulement à l'absence de gaz russe ou à une crise passagère. Le vrai problème, c'est l'incapacité de l'Europe à regarder en face ses faiblesses structurelles et à corriger ses erreurs de stratégie. Ce qui se joue, c'est la capacité de tout un continent à rester acteur sur le marché mondial, ou à n'en être que le spectateur impuissant. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Europe ne tient plus la barre de sa sécurité énergétique? Pour comprendre, il faut revenir au cœur du système, à la racine du problème énergétique européen. L'Union européenne a-t-elle remplacé une dépendance mortelle par une autre, pire mais plus discrète? Depuis 2 ans, le récit officiel est simple. Tourner la page du gaz russe, sécuriser notre avenir énergétique et acheter, à la place, du gaz naturel liquéfié, du GNL, venu du reste du monde. Sur le papier, l'idée semblait brillante. Changer de fournisseur, diversifier nos sources, renforcer notre indépendance. Mais dans la réalité, ce pari européen se retourne aujourd'hui contre nous, et personne ne veut vraiment l'admettre. Revenons un instant sur le plan initial. Après le choc de 2022, l'Europe s'est ruée vers le GNL qatari et américain pour remplacer les volumes perdus du gaz russe. On a flambé les investissements dans les terminaux, signé à la chaîne des contrats avec des exportateurs de GNL et multiplié les discours triomphants à Bruxelles sur l'indépendance énergétique retrouvée. Mais il y a une faille fondamentale dans ce récit. L'Europe s'est exposée à une autre dépendance, bien plus volatile, dont l'enjeu n'est plus seulement géopolitique, mais aussi structurel. Le talon d'Achille? La route du GNL qatari passe par le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement de 40 km qui concentre à lui seul près de 20% du commerce mondial de GNL. Un point de passage que la géopolitique peut fermer du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est produit récemment. Suite à des frappes dans la région, le détroit a été bloqué et l'approvisionnement qatari à destination de l'Europe s'est littéralement effondré. Juste comme ça,
l'une des principales sources de GNL pour l'UE s'est volatilisée sans que personne ne puisse y faire grand-chose. Comment ont réagi les institutions européennes? Pas de sommet d'urgence, pas de conférence de presse dramatique. Juste, dans le plus grand silence, une simple correction réglementaire. Dan Jørgensen, le commissaire à l'énergie, a discrètement abaissé les objectifs de stockage de gaz pour l'hiver, de 90% à 80%. Pas d'annonce publique, pas de justification, simplement un document technique, glissé dans la paperasse européenne. À l'époque, on a parlé d'un « ajustement technique », mais avec du recul, il est évident qu'il s'agissait d'un aveu d'échec. L'Europe n'a plus les moyens de remplir ses stocks comme avant, alors on baisse la barre, en espérant que personne ne remarque la différence. Le contraste avec le discours officiel est saisissant. D'un côté, on martèle l'ambition d'indépendance, on s'arc-boute sur le refus du gaz russe, on promet que la transition se passe bien. De l'autre, on revoit à la baisse les exigences, sans le dire. En France, l'une des plus grandes puissances européennes, les stocks de gaz n'ont été remplis qu'à 21% cette année, contre les 40% exigés à cette période d'habitude. Et ce, alors que l'été, la période cruciale pour reconstituer les réserves avant l'hiver, approche à grands pas. Pour ceux qui ont connu l'époque soviétique, la méthode rappelle quelque chose. Quand les plans n'étaient pas tenus, on modifiait discrètement les objectifs au lieu de reconnaître l'échec. Aujourd'hui, à Bruxelles, on ne fait pas autrement. On adapte la norme à la réalité, sans jamais l'avouer devant les citoyens. Cette incapacité à anticiper expose l'Europe à un risque majeur. Les stocks insuffisamment remplis font peser la menace d'une pénurie en plein hiver. Si une nouvelle crise venait à frapper, la marge de manœuvre serait quasiment nulle. Le prix à payer? Des factures de gaz et d'électricité qui explosent, une compétitivité industrielle qui s'effondre, des emplois en péril et, au final, la stabilité économique de tout un continent fragilisé. Et pourtant, au lieu de tirer les leçons de cette vulnérabilité, les institutions persistent dans une dissonance dangereuse entre le discours et la réalité. On célèbre la diversification, alors qu'elle nous rend dépendants d'un marché encore plus imprévisible. On affiche une posture d'intransigeance, alors qu'en coulisses, on réécrit les règles du jeu en catimini. Mais cette fragilité logistique, aussi inquiétante soit-elle, n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Car le vrai champ de bataille, celui où se décide l'avenir énergétique de l'Europe, se trouve ailleurs, sur le marché mondial du GNL, où la loi de l'offre et de la demande est implacable, et où l'Europe, structurellement, part déjà perdante face à l'Asie. C'est là que tout se joue, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand la prime asiatique fait tourner les tankers, l'Europe n'a-t-elle jamais eu une chance? Pour comprendre, il faut voir le marché du gaz naturel liquéfié tel qu'il est aujourd'hui. Un immense jeu d'échecs planétaire où chaque cargaison de GNL peut changer de destination à la dernière minute, attirée là où le prix est le plus alléchant. Ce n'est plus un monde de pipelines figés ou de contrats confortables. Les tankers naviguent sur les océans, scrutant en temps réel les bourses asiatiques, prêtes à faire demi-tour si, soudainement, la Corée ou le Japon mettent un euro de plus sur la table. Et c'est là tout le problème pour l'Europe. Pendant des décennies, notre force, c'était la stabilité, proximité avec la Russie, gros contrats à long terme, une sécurité d'approvisionnement construite sur des liens géopolitiques solides. Mais aujourd'hui, ces atouts se sont évaporés. Le gaz russe, pratiquement disparu du paysage. Les contrats à long terme, difficiles à négocier, avec des partenaires désormais frileux ou tout simplement hors jeu. Face à l'Asie, l'Europe est désarmée. Regardez simplement la carte. Le Japon, la Corée, Taïwan, la Chine, ils n'ont pas d'alternative. Pas de gazoducs géants qui arrivent d'à côté, pas de voisins bienveillants. Leur seule option, c'est le GNL, et ils paient, systématiquement, plus cher que l'Europe. Ils n'ont pas le choix. Les traders le savent, les producteurs le savent, alors pourquoi vendraient-ils à l'Europe à prix cassé? Quand la prime asiatique s'envole, les tankers virent de bord. Ce n'est même pas une question de politique, juste de profit. L'argent parle, et l'Asie parle plus fort. Du coup, pour remplir ses réserves avant l'hiver, l'Europe se retrouve piégée.
Elle doit acheter, massivement, au pire moment. L'été, ce n'est pas les vacances pour les traders de gaz, c'est la haute saison, le moment où l'Asie fait le plein pour sa propre consommation électrique. Des pics de chaleur à Tokyo, Séoul ou Pékin, et voilà la demande qui explose, les prix qui flambent et l'Europe qui voit les tankers lui filer sous le nez. En clair, l'Europe n'a jamais eu une chance équitable dans cette course. Elle démarre avec un handicap structurel que ni les discours officiels, ni les plans d'urgence ne peuvent effacer. Pour compenser cet écart, l'Europe avait deux cartes, ses contrats à long terme et l'accès au gaz russe bon marché. Aujourd'hui, les deux sont hors jeu. Elle se retrouve à devoir acheter sur le marché spot, au jour le jour, exactement là où elle est la plus faible. Pendant ce temps, l'Asie continue d'offrir une prime, cette fameuse différence de prix qui attire irrésistiblement les bateaux de GNL, même s'ils étaient initialement destinés à l'Europe. Le résultat ? L'approvisionnement devient ultra volatile, la sécurité énergétique disparaît, et chaque aléa, canicule en Asie, grève dans un port, panne de méthanier, menace aussitôt la stabilité du continent. On entend souvent que les projets géants de GNL au Qatar, aux États-Unis ou au Canada vont bientôt inonder le marché. Mais le bientôt, c'est dans 1 ou 2 ans, au mieux. Jusqu'à là, la réalité, c'est une guerre des nerfs estivale, où chaque pourcentage de stockage est arraché à prix d'or, où chaque tanker détourné vers l'Asie creuse un peu plus la facture des consommateurs européens. Prenons un exemple très concret. La France, l'une des plus grandes économies d'Europe, championne de l'atome et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Au début de l'été, ses stocks de gaz étaient remplis à seulement 21%, alors qu'il faudrait être à 40% pour la saison. 21%. Autrement dit, la France court déjà après la montre, en retard sur ses propres normes. Ce n'est même pas la Bulgarie ou la Hongrie, non, c'est la France, en pleine vulnérabilité. Pour espérer tenir l'hiver, il faudra acheter des volumes massifs. Mais justement, c'est en été que le gaz est le plus cher à cause de la concurrence asiatique. Alors que fait l'Union européenne ? Elle impose des objectifs de remplissage, 90% de stockage avant l'hiver, puis, discrètement, certains responsables abaissent la barre à 80% faute de mieux. On baisse la tête, on baisse les exigences, mais la réalité, elle, ne baisse pas sa garde. Le marché s'en fiche des promesses bruxelloises. Il regarde simplement. Qui paie le plus ? Qui a vraiment besoin du gaz, ici et maintenant ? Et la réponse, c'est l'Asie. Le plus inquiétant, c'est que cette bataille estivale n'est qu'un avant-goût. Si l'Europe n'arrive déjà pas à rivaliser en plein été, qu'en sera-t-il quand le froid s'installera, que la demande explosera, que les réserves seront insuffisantes ? On ne parle plus seulement d'un surcoût sur la facture. On parle de risques industriels, de fermeture d'usines, de chômage, de tensions sociales. Ce n'est pas un scénario catastrophe de politologue. C'est la conséquence logique d'une position de faiblesse structurelle sur le marché mondial du GNL. Et pire encore, à chaque crise ou à chaque suspense sur le remplissage des stocks, la réponse institutionnelle consiste à accuser la météo, les Russes ou les spéculateurs, mais rarement à regarder en face le vrai problème. L'incapacité à reconnaître ce désavantage structurel et surtout à en tirer les conséquences. On navigue à vue, on ajuste les discours, mais au fond, on ne fait que repousser l'inévitable. Ce sont les citoyens, les entreprises, qui perdent la différence, à chaque fois que l'Europe perd une cargaison au profit de l'Asie. En résumé, l'Europe n'est pas seulement victime d'une conjoncture défavorable ou de mauvais calculs politiques. Elle est prise dans une nasse structurelle, aggravée par l'incapacité à s'adapter ou à assumer les échecs du passé. Et tant que ce déni perdure, le fossé entre le discours public et la réalité du marché ne fait que s'élargir, au détriment de tous. Mais le marché n'est pas le seul champ de bataille. Dans les couloirs du pouvoir, une autre crise couve, plus silencieuse, mais tout aussi décisive. Quand un Premier ministre fondateur ose dire tout haut ce que tous pensent tout bas, et se fait anéantir. C'est exactement ce qui vient de se passer avec Bart De Wever, Premier ministre belge. Dans une interview, il a jeté un énorme pavé dans la mare. Pour lui, il serait temps de normaliser les relations avec la Russie pour retrouver une énergie abordable. Plus fort encore,
il révèle que de nombreux dirigeants européens partagent son avis, mais uniquement en privé, jamais en public. Le résultat ? Une déflagration politique d'une rare intensité. En quelques heures, c'est la curée. Premier à réagir, Dan Jørgensen, commissaire européen à l'énergie, celui-là même qui, il y a peu, avait discrètement abaissé les normes de remplissage des stocks de gaz, affirme sans sourciller que renouer avec la Russie serait une erreur historique, que l'Europe doit à tout prix poursuivre sur la voie de l'indépendance énergétique. Pas un mot sur le fait que, justement, les objectifs de stockage sont devenus inatteignables. Ensuite, Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, tranche net. Aucune normalisation tant que la guerre en Ukraine n'est pas terminée. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en rajoute une couche. Selon elle, revenir aux hydrocarbures russes serait tout simplement une erreur stratégique. Cette formule, elle la sort à chaque proposition qui ose effleurer la réalité du marché, c'est devenu un mantra. Mais le coup de grâce ne vient pas de Bruxelles. Il vient de son propre gouvernement. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, désavoue publiquement son Premier ministre. Il qualifie sa déclaration de « signal de faiblesse » qui minerait l'unité européenne. Résumons. En Belgique, le chef du gouvernement avance une position. Son ministre des Affaires étrangères dit l'exact contraire. Et tout cela sous les projecteurs. C'est un condensé parfait de la schizophrénie politique européenne actuelle. Plus fort encore, sous la pression, Bart de Wever fait volte-face en quelques jours. Dans une nouvelle interview, il affirme ne jamais avoir envisagé de normaliser les relations tant que la guerre en Ukraine se poursuit. Il parle désormais d'un scénario hypothétique, après la guerre, après un accord de paix acceptable pour l'Ukraine et l'Europe. Comparez cela à ce qu'il disait quelques jours plus tôt, où il martelait que le bon sens exigeait un changement de cap, et que, en privé, les dirigeants européens sont d'accord avec moi. Même homme, même poste, deux positions diamétralement opposées, en moins d'une semaine. Ce ballet de contorsions politiques rappelle étrangement ce qui se passait sous le régime soviétique. On abaisse discrètement la barre des objectifs énergétiques, sans jamais admettre publiquement l'échec. Surtout, on ne débat jamais du fond du problème. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, l'Union européenne, dans les discours, jurait de se passer totalement des engrais russes, alors qu'en coulisses, elle relançait discrètement les importations. Même logique, même décalage. Ce double langage est la clé du problème européen. Officiellement, on affiche une fermeté inébranlable, une stratégie énergétique claire. Mais en privé, la panique est palpable, les objectifs sont abaissés, et la réalité du marché est tout autre. Cette incapacité à admettre les erreurs stratégiques condamne l'Europe à une politique énergétique schizophrène. Les dirigeants refusent d'adapter publiquement le cap, alors même que, dans les faits, ils bricolent chaque mois pour éviter la pénurie et contenir la hausse des prix. Le vrai problème ici, c'est l'absence de débat honnête. Tant que tout le monde fait semblant de croire à une stratégie qui ne fonctionne pas, aucune solution concrète ne peut émerger. On préfère sacrifier la cohérence, voire la vérité, plutôt que d'ouvrir un vrai dialogue sur les choix difficiles à venir. Et qui paie le prix de cette dissonance ? Ce n'est certainement pas les commissaires européens ou les ministres qui déambulent dans les couloirs de Bruxelles. Non, ce sont les citoyens et les entreprises européennes. Leurs factures de gaz, leurs notes d'électricité, la survie de leurs emplois industriels, tout cela dépend directement de ces décisions prises à huis clos, puis systématiquement démenties devant les caméras. On se retrouve alors avec un marché qui parle le langage de la réalité, là où les traders font tourner les tankers vers l'Asie parce que la prime asiatique est plus haute, là où la France, pourtant géant industriel et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a que 21% de ses stocks de gaz remplis au lieu des 40% prévus à ce moment de l'année. Et en face, des politiques qui continuent de jurer fidélité à une stratégie alors même qu'ils reculent en coulisses. Le résultat ? Une Europe prise dans un double étau. D'un côté, la pression immédiate du marché mondial qui fait grimper les prix. De l'autre, un refus institutionnel d'admettre les erreurs et donc de changer de cap. Et l'addition, elle,
tombe sans pitié. Pas pour ceux qui répètent les éléments de langage, mais bien pour ceux qui vivent, travaillent, produisent chaque jour. Faute de débat transparent, l'Europe condamne ses citoyens à payer plus cher, sans qu'aucune solution sérieuse ne soit jamais posée sur la table. À ce stade, le fossé entre le marché et la politique atteint son paroxysme. Mais concrètement, qui paie le prix de cette incohérence? Entre la décision du marché et l'entêtement politique, qui va sortir son portefeuille? Spoiler, c'est vous, c'est nous tous. Car pendant que Bruxelles ajuste ses discours, le marché, lui, décide sans état d'âme. Les navires de GNL, ces tankers qui sillonnent les mers, ne lisent pas les communiqués de la Commission. Ils suivent la courbe des prix. Aujourd'hui, elle indique clairement « Direction l'Asie », là où on paie le plus. Résultat? L'industrie européenne se retrouve à la merci d'une équation impossible. Prenons les usines chimiques, les producteurs d'engrais, la métallurgie, le verre, la céramique, tous ces secteurs ultra dépendants du gaz. Chaque hausse de la facture énergétique les frappe de plein fouet. Pour survivre, 2 options: augmenter le prix de vente ou réduire la production. Parfois, ils n'ont même pas le choix, c'est fermeture temporaire ou définitive. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont des chaînes de montage qui s'arrêtent, des milliers de salariés mis à l'arrêt, des PME qui rangent la clé sous la porte. Et cela n'est pas près de s'arranger tant que l'incertitude règne. Car l'autre conséquence majeure, c'est la volatilité des prix. Pour un industriel, impossible de planifier la moindre expansion, la moindre embauche, si le coût du gaz peut doubler ou tripler en quelques semaines. Qui va investir dans une telle loterie? Aucun bon gestionnaire ne risque l'avenir de son entreprise sur des prévisions aussi floues. Cela pèse aussi sur la compétitivité. Face à des concurrents américains ou asiatiques qui bénéficient de prix stables, l'Europe se tire elle-même une balle dans le pied. Mais ce n'est pas seulement l'industrie qui trinque. Côté citoyen aussi, la note grimpe. Votre facture de gaz, celle de l'électricité, que ce soit pour chauffer la maison ou faire tourner une petite entreprise, tout augmente. Et personne ne peut dire combien coûtera l'hiver prochain, ni si les stocks seront suffisants, ni à quel prix ils seront remplis. Cet été, les analystes préviennent déjà, le gaz pour remplir les réserves sera plus cher que prévu. Et plus cher à stocker, c'est plus cher à consommer ensuite. La chaîne est implacable, chaque maillon ajoute un surcoût, et au bout, devinez qui paie. Toujours vous, les ménages, les entreprises, les contribuables. Ce n'est pas que l'Europe soit victime d'un complot ou d'un malheureux hasard. C'est une mécanique froide, logique, presque mathématique. Le GNL part là où il est le mieux payé. L'Asie rafle la mise, l'Europe hésite, tergiverse, et au final, s'aligne mais trop tard et trop cher. Les politiques refusent de l'admettre publiquement. Ils préfèrent ajuster discrètement les normes, baisser en douce les objectifs de remplissage des stocks, avancer masqué plutôt que de reconnaître une erreur stratégique majeure. Pourtant, tout le monde sait, dans les couloirs et en privé, que la situation est intenable. Mais personne n'ose l'assumer devant l'opinion publique. Et l'histoire, elle, n'est pas tendre avec ce genre de déni. On a déjà vu ça. Des systèmes incapables de reconnaître leurs failles finissent toujours par être corrigés, non pas par eux-mêmes, mais par la réalité du marché, parfois dans la douleur. Quand la politique fait semblant d'ignorer l'évidence, la sanction arrive, sous forme de prix qui explosent, d'usines qui ferment et d'emplois qui disparaissent. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est le résultat d'un manque de choix clair. À force de ne pas trancher, l'Europe s'expose à payer plus cher, à voir sa base industrielle s'effriter et même à fragiliser sa cohésion politique. Car lorsque les citoyens réalisent qu'ils financent l'incompatibilité entre discours public et réalité économique, la confiance s'évapore. Alors, comment sortir de cette impasse? 3 scénarios se dessinent, aucun n'étant purement théorique. Premier scénario, une stabilisation coûteuse. Le marché finit par s'apaiser, l'Asie ralentit un peu, de nouveaux approvisionnements arrivent un peu plus tôt que prévu et l'Europe parvient à remplir ses stocks, mais au prix fort. L'industrie encaisse le coup, ceux qui survivent s'adaptent et on continue tant bien que mal,
jusqu'à la prochaine secousse. Deuxième scénario, bien plus brutal. Un nouvel incident géopolitique, une météo imprévisible, et c'est la rechute, des prix qui flambent, des pénuries et une crise industrielle majeure. Troisième option, le changement structurel, imposé cette fois par la réalité, où l'Europe sera contrainte de revoir en profondeur ses priorités énergétiques, ses relations diplomatiques et ses choix de marché, car continuer comme avant n'est plus une option viable. Quelle que soit la trajectoire, le message est le même. Refuser de voir la réalité ne la rend pas moins vraie. Plus l'Europe retarde l'ajustement, plus la facture sera salée, pour nos entreprises, pour nos emplois, pour tous les citoyens. La leçon de cette séquence ? Le marché et la politique peuvent diverger un temps, mais c'est toujours le réel qui finit par présenter l'addition. Alors, que faire et que retenir de cette séquence pour éviter de répéter les mêmes erreurs ? Le marché a déjà voté, les tankers partent. Et vous, jusqu'à quand accepterez-vous de payer le prix du silence politique ? C'est la question qui se pose désormais à chaque citoyen européen. Car pendant que l'Asie s'arrache le GNL à coups de milliards, pendant que les cargos changent de cap pour répondre à la plus haute enchère, la facture, la vôtre, la mienne, grimpe inexorablement. Ce n'est plus seulement une affaire de chancellerie ou de réunion à huis clos à Bruxelles. Non, c'est devenu un sujet de panier de courses, de bulletins de paie, de factures qui arrivent, mois après mois, plus lourdes, plus angoissantes. Ce décalage entre la rhétorique rassurante des institutions et la réalité d'un marché qui n'attend personne, il est aujourd'hui flagrant. On nous parle de diversification, d'indépendance, de plan de résilience, mais dans les faits, l'Europe s'est retrouvée simple acheteuse sur un marché où d'autres dictent les règles et les prix. Les normes sont discrètement abaissées, les objectifs redessinés à la hâte, mais sans jamais reconnaître, publiquement, que la stratégie n'a pas fonctionné comme prévu. On ajuste en coulisses, mais officiellement, on persiste dans le storytelling. Pourquoi ? Parce qu'admettre une erreur stratégique, ce serait devoir remettre en cause toute une architecture politique construite ces dernières années, toute une logique institutionnelle. Mais ce refus de lucidité a un coût, que le système absorbe tant qu'il le peut, mais qui finit toujours par retomber sur les épaules de ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Vous, les ménages, les PME, les travailleurs de l'industrie. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas même de la malveillance. C'est la force d'inertie des grandes structures, qui préfèrent déplacer les seuils, tordre les indicateurs, plutôt que reconnaître que le cap était mauvais. Résultat, le citoyen européen se trouve piégé dans une double réalité. D'un côté, des discours publics qui rassurent, promettent et minimisent. De l'autre, la pression du marché qui ne pardonne aucune faiblesse. Le gaz s'achète là où il se vend le mieux, les stocks se remplissent, mais à des prix bien supérieurs aux prévisions, tandis que la compétitivité de nos entreprises s'érode et que certains secteurs industriels envisagent réduction ou arrêt de production. L'écart entre le privé et le public grandit, et c'est précisément cet écart que nous payons, littéralement. Alors, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand accepterons-nous cette dissonance, ce refus d'appeler les choses par leur nom ? Plus l'opinion publique tarde à exiger de la clarté, plus la facture sera élevée, non seulement financière, sur vos factures d'énergie, mais sociale, sur l'emploi et la cohésion économique de nos sociétés. L'histoire est pleine de grands systèmes persuadés de pouvoir tordre la réalité par décret, jusqu'à ce que le coût du mensonge dépasse celui de la vérité. Aujourd'hui, le marché est sans pitié. Il récompense l'efficacité, la rapidité, la capacité à s'adapter. L'Europe finira par réagir, par ajuster sa politique. Mais la question décisive, c'est combien de saisons froides, combien de fermetures d'usines, combien de crises supplémentaires faudra-t-il avant d'accepter de revoir entièrement la copie ? L'inertie institutionnelle peut durer, mais elle ne durera pas éternellement. À un moment donné, le privé rattrape le public. La réalité finit toujours par s'imposer. Vous avez tenu jusqu'ici, c'est que le sujet vous concerne. Alors, je vous invite. Dans les commentaires, dites-moi, lequel des 3 scénarios évoqués vous semble le plus plausible ? Et surtout, à votre avis, que faudrait-il pour que, enfin, le discours officiel en Europe rejoigne la réalité vécue ?
On décortique ensemble vos arguments. Abonnez-vous si vous voulez suivre, chaque semaine, des analyses sans filtre, sans slogan, juste des faits et du bon sens. À très vite, ici, pour la suite.